Écoutez, je pense que les États du Golfe se préparent stratégiquement à un monde post-pétrodollar. Ils ont compris depuis un certain temps déjà que les fondements de leur richesse économique récente, le pétrole, ne joueront plus un rôle significatif dans 20 ou 50 ans. Et s'ils veulent maintenir leur qualité de vie ainsi que leur bien-être économique et social, il est donc essentiel pour eux de commencer à mettre en place les bases qui leur permettront, d'une certaine manière, de dépasser ou de transcender les limites de ce modèle économique particulier. Ce que ce modèle a permis aux États du Golfe de faire au cours des 3 à 4 dernières décennies, c'est bien sûr d'accumuler des dollars américains, puis de recycler ces dollars dans des actifs, des titres américains, des obligations financières et aussi bien sûr dans l'achat de technologies et d'autres biens en provenance des États-Unis. Ce que nous avons observé lors du récent voyage du président Trump dans le Golfe, concernant cette question du dividende d'investissement, est en réalité une extension logique du besoin pour les pays ayant accumulé des dollars américains de les recycler dans d'autres domaines. Ce qui est intéressant dans cet ensemble particulier d'arrangements et d'accords, c'est probablement 3 choses, je pense, Lena. Premièrement, beaucoup d'entre eux sont des protocoles d'accords assez ouverts, donc il ne s'agit pas vraiment de contrats fermes dans certains domaines. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est qu'en réalité, il s'agit d'accords tournés vers l'avenir, qui portent véritablement sur ce que ces pays comptent faire de leurs futurs revenus en dollars américains, car ils ne disposent certainement pas aujourd'hui des réserves de liquidités nécessaires pour pouvoir honorer les types d'engagements qu'ils ont indiqués être prêts à prendre. Mais je pense que la troisième chose, qui est probablement la plus importante, c'est que les intentions exprimées par ces accords montrent que les États du Golfe disent essentiellement « Nous ne voulons pas de votre papier, mais nous prendrons vos biens. Nous prendrons tout ce que vous avez, qui peut être concrètement localisé dans nos sphères d'influence, dans nos propres pays, car la dernière chose que nous voulons conserver sur le long terme, c'est encore plus de papier. » Ainsi, les reconnaissances de dettes américaines sous forme de dollars US ou de divers produits dérivés financiers ne sont plus aussi attrayantes pour les pays qui détiennent d'importantes réserves actuelles ou anticipées en dollars. La transition des États du Golfe consiste donc à accumuler tout ce qu'ils peuvent du point de vue technologique afin de faire progresser leurs objectifs stratégiques, c'est-à-dire préparer le terrain pour un monde post-pétrodollar. Et c'est selon moi ce qui se passe actuellement. Donc oui, les États du Golfe, s'ils disposent de réserves importantes en dollars, devront les recycler, et ils prendront tout ce qu'ils peuvent localiser dans les États du Golfe. Mais en fin de compte, la stratégie à long terme est d'approfondir et de diversifier les relations économiques qu'ils entretiennent avec d'autres régions du monde, car le monde post-pétrodollar sera un monde de diversité. Le thème principal du sommet était la coopération trilatérale, comme vous venez de le mentionner, dans le domaine du commerce et des investissements. Si l'on examine chaque partie individuellement, cela semble effectivement être une combinaison idéale. Le Golfe dispose de ressources financières considérables. La Chine possède des capacités de fabrication modernes inégalées. Et bien sûr, l'ASEAN est extrêmement dynamique. Elle bénéficie de cet élan et son potentiel de croissance et de marché est très prometteur. Ce sont donc des atouts très complémentaires que chacun apporte à la table et c'est une situation gagnant-gagnant. Comment ce cadre de coopération renforcé et ces liens plus étroits entre ces acteurs pourrait-il redéfinir l'économie mondiale et peut-être la structure et les cadres multidevises?
Écoutez, il y a eu plusieurs événements au cours des dernières années qui, à mon avis, vont exactement dans le sens de ce que vous soulevez ici. Nous savons, par exemple, que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Chine ont participé à un projet, InBridge, qui s'est penché sur des technologies soutenant les règlements commerciaux basés sur les monnaies nationales. Nous savons également que la Chine et l'ASEAN travaillent, depuis plusieurs années, à la mise en place des infrastructures et des accords nécessaires pour élargir le rôle des monnaies nationales dans les règlements commerciaux. D'ailleurs, dans les jours précédant ce sommet, la Banque populaire de Chine et la Banque centrale d'Indonésie ont signé un protocole d'accord afin d'accélérer et d'intensifier l'utilisation des monnaies nationales pour les règlements commerciaux entre l'Indonésie et la Chine. Maintenant, cette question bilatérale est importante en soi, car nous parlons de valeurs commerciales d'environ 150 millions de dollars américains, où l'Indonésie affiche en réalité un excédent modeste, ce qui signifie que la dynamique commerciale entre ces deux pays est relativement équilibrée. Ainsi, régler les échanges dans les monnaies nationales est relativement facile à faire, sans créer de problèmes systémiques ou structurels de balance des paiements. Nous avons donc plusieurs éléments qui se rejoignent maintenant, notamment une couche technologique. Et n'oublions pas que certains de ces pays sont également membres des BRICS. L'Indonésie est membre à part entière des BRICS. Et la Chine, bien sûr, est un membre fondateur. Les Émirats arabes unis font partie des BRICS. L'Arabie saoudite, je pense qu'on peut dire qu'elle est suffisamment favorable aux BRICS, même si son statut officiel semble faire l'objet de quelques débats. La Malaisie, bien sûr, est un pays observateur ou partenaire des BRICS. Le Vietnam aussi. La Thaïlande également. On voit donc se constituer un ensemble d'institutions à plusieurs niveaux qui visent à promouvoir une ouverture croissante, non seulement des flux commerciaux, mais aussi des investissements et des mouvements de personnes. Vous pouvez également noter qu'à l'issue de ce sommet, la Chine a annoncé l'ajout du reste des États du Golfe qui ne faisaient pas encore partie de son programme d'exemption de visa, leur permettant désormais de se rendre en Chine sans visa. Ainsi, ces réseaux institutionnels à plusieurs niveaux visent à faciliter la circulation de la valeur économique et à ce que cette valeur soit libellée et réglée dans les monnaies nationales des pays participants. Il ne fait aucun doute que ce qui se passe va accélérer la capacité des monnaies nationales à jouer un rôle plus important dans les règlements commerciaux à l'avenir. Et l'une des raisons à cela, Lena, c'est que plus il y a d'acteurs impliqués, plus leurs relations commerciales sont complémentaires, plus il est facile de permettre aux monnaies nationales de fonctionner, car il n'y a pas de risque structurel ou intrinsèque de balance des paiements. Les pays disposent littéralement de suffisamment de devises de contrepartie pour pouvoir régler leurs échanges. Les problèmes de balance des paiements surviennent lorsqu'un pays accumule beaucoup de la monnaie d'un autre pays, et bien sûr que l'autre pays ne dispose pas de suffisamment de devises de contrepartie pour régler les échanges. Là, des difficultés apparaissent. Mais plus il y a d'acteurs, plus il y a de paires de devises, en quelque sorte. Au sein d'un ensemble d'institutions, plus il devient rapide et facile de passer d'un unique dénominateur qui sert de grammaire financière commune, si l'on veut, pour les participants, à une situation où les monnaies nationales deviennent simplement une composante ordinaire des affaires quotidiennes.